le sport automobile, il y a des accomplissements plus prestigieux que d'autres. Remporter le championnat du monde de Formule 1 est clairement l'un des plus importants. Gagner Le Mans, l'Indy 500 ou le Grand Prix de Monaco n'est pas anodin non plus. Mais l'accomplissement ultime du sport automobile, c'est la triple couronne, et à ce jour, il n'y en a qu'un qui est parvenu. Bleus, Matrasimka, 2 jaunes, Lola, 3 rouges, Alfa Romeo, plus les 46 autres. En 1972, pour sa 10e tentative, Graham Hill décrochait enfin la victoire aux 24 heures du Mans. Après avoir roulé pour Ferrari, pour Lotus, pour Porsche, pour Aston Martin, pour BRM et pour Ford, c'est avec Matra et Henri Pescarolo que le double champion du monde, quintuple vainqueur du Grand Prix de Monaco et vainqueur de l'Indy 500, ajoute le double tour d'horloge Manceau à son palmarès, décrochant ainsi la triple couronne. Mais c'est quoi la triple couronne? Parce qu'aussi prestigieuse soit-elle, la définition n'est pas claire et les cases à cocher font débat. Est-ce qu'il s'agit de gagner le Grand Prix de Monaco ou de gagner le championnat du monde de Formule 1? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse. Ouais, aucune instance officielle n'a dit clairement ce que c'était, sa constitution est plus informelle. La logique voudrait, et c'est d'ailleurs la définition privilégiée aujourd'hui, que ce soit remporter les 3 plus grandes courses, donc l'Indy 500, les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco. Oui, 3 courses et pas 2 plus un championnat. Et pourtant, le championnat du monde de Formule 1 serait l'accomplissement choisi pour accompagner les 500 miles et Le Mans. Personnellement, je trouve que c'est assez illogique. Ouais, 2 courses plus un championnat, c'est moins logique que 3 courses. Mais bon, si on remonte le temps, on trouve les premières évocations de la triple couronne. Et l'instigateur de cette quête n'est d'autre que Graham Hill lui-même. I was saying that you're a winner of the Triple Crown. Now, what does that consist of? Well, it's the World Championship for drivers and Indianapolis and the Le Mans 24-hour race. Ok Graham, ok. Autre chose qui appuie cette définition, en 1978, un guide sorti par Fiat évoque la triple couronne avec le championnat du monde de Formule 1, sans mentionner Monaco. Même chose en 1986 quand l'ACO publie à son tour un guide presse. Donc, historiquement, il s'agit du championnat du monde de Formule 1 et non le Grand Prix de Monaco. De plus, dans le milieu, cette définition historique est fermement défendue par des pilotes, notamment Jacques Villeneuve, qui s'évertue à dire qu'il s'agit du championnat du monde et non du Grand Prix de Monaco. Maintenant, Villeneuve n'a jamais gagné Monaco, mais il a été champion du monde. Maintenant, si on regarde l'aura de ses accomplissements individuels, force est de constater que le championnat a un petit avantage. La plus vieille course de la triple couronne est donc l'Indy 500, créée en 1911. Courir sur ovale, c'est très américain. Là où en Europe, les premières courses consistaient à aller d'un point A à un point B, le Paris-Rouen de 1894 étant considéré comme la première course automobile de l'histoire, outre-Atlantique, les pilotes et les bolides se retrouvaient sur des hippodromes. D'où la culture de l'ovale. Puis, ça s'est démocratisé, notamment sous l'impulsion de Carl Graham Fischer, qui voulait voir les bolides filer à toute vitesse. Les hippodromes étant exigus et plats, ce n'était pas le terrain le plus propice. Mais pour mettre en place ce projet, Fischer fait plusieurs voyages en Europe, là où la course automobile est bien développée, et il se rend sur le premier autodrome de l'histoire, Brooklands en Angleterre. Circuit qui ressemble pas mal à un ovale, et qui, surtout, a des virages relevés permettant de garder de la vitesse, des bankings. Alors, Fischer retourne aux États-Unis et construit dans l'Indiana l'Indianapolis Motor Speedway, sorti de terre en 1908 et inauguré en 1909. Et en 1911, une course de 500 miles s'est créée et organisée par l'AAA, l'American Automobile Association. Très vite, cet événement a pris de l'ampleur et détonné dans le paysage du sport automobile mondial. Une course très dangereuse qui mettait en avant le courage des pilotes et les performances des bolides sur l'aspect le plus primaire de ce sport, la vitesse. Des courses sur ovale, et il y en aura d'autres, mais l'Indy 500 a une place à part. Un monument de la catégorie et surtout un monument de la course automobile. Rapidement, il a attiré les meilleurs pilotes du monde et les meilleurs constructeurs, contribuant donc à sa légende dans une époque où la pratique n'était pas aussi organisée qu'aujourd'hui. Et de nos jours, l'Indy 500 a une place à part, dont l'aura dépasse celle du championnat. Tous les pilotes échangeraient un titre IndyCar pour une victoire dans l'Indiana. Les 500 miles détonnent dans tous les domaines. Dans l'historique, le prestige, mais aussi ses règlements, légèrement différents des autres courses de la saison. C'est là où il y a le plus d'engagés, d'environ 25 pour le championnat, contre 33 ou plus pour l'Indy 500. C'est la seule course où il y a potentiellement des éliminés en qualification, car seules 33 voitures sont admises au départ. D'ailleurs, le départ est différent en soi.
Si pour les autres épreuves de la saison, les pilotes sont en rang 2 par 2, dans l'Indiana, c'est 3 par 3. Puis, les points sont doublés, etc. D'un point de vue européen, moins sensible aux courses sur ovale, l'Indy 500 est la course qui attire le plus de regards, le plus de spectateurs. C'est l'épreuve phare du championnat, la course la plus rapide du monde. Puis, c'est une course qui peut transformer des carrières. Bon, personne ne remet en question la place de l'Indy 500 dans la triple couronne, mais c'est cool de voir pourquoi cette épreuve est si spéciale. Puis, 12 ans après les premiers 500 miles d'Indianapolis, les 24 heures du Mans sont nées. Le tout de la volonté de 3 hommes. Georges Durand, l'instigateur, directeur de l'Automobile Club de la Sarthe, aujourd'hui l'ACO, Charles Farroux, premier directeur de course et journaliste, donc un rôle clé, et Émile Coquille, le mécène. Ces 3 hommes ont donc réalisé une idée folle, faire une course de 24 heures, ce qui la place immédiatement dans une ligue à part. Si au début ce n'était pas nécessairement une course de vitesse, elle s'est vite transformée et a attiré très vite les meilleurs pilotes et constructeurs. Je vous invite à aller voir la longue vidéo sur les 24 heures du Mans sortie pour le centenaire. On revient plus en détail sur l'avènement de cette course. Le format unique, la compétition toujours plus relevée, les histoires riches et parfois mystérieuses qui s'écrivent année après année, mais aussi l'exigence du circuit pour les voitures, ce qui amènera son lot d'innovations majeures pour l'automobile, mais aussi ces drames, contribuant à l'aura gigantesque des 24 heures du Mans, qui deviennent quasi immédiatement un classique. Une case à cocher pour tout constructeur et pour tout pilote. Et à l'image de l'Indy 500, tous les pilotes échangeraient un titre WEC pour une victoire aux 24 heures du Mans. Encore plus que pour les 500 miles, car si l'IndyCar est un championnat monomarque, Le Mans est la raison pour laquelle tous les constructeurs s'engagent en WEC. Là aussi, le format est unique, les à côté sont bien plus nombreux, le nombre de spectateurs et téléspectateurs est plus grand, le système de points est aussi différent. Alors certes, aujourd'hui, il y a d'autres courses de 24 heures comme Daytona ou Spa, créées un an après Le Mans, ou encore Nürburgring. Mais Le Mans est celle qui coche le plus de cases prestigieuses. Circuit atypique, moins que la Nordschleife peut-être, prestige de la compétition avec les plus grands constructeurs, les catégories avec les protos les plus avancés, mais également la course qui attire le plus de regards. Bref, là encore, personne ne conteste la place du Mans dans la triple couronne. Parlons de Monaco. Après le rallye de Monte-Carlo créé, lui aussi, en 1911, l'Automobile Club de Monaco a créé son Grand Prix national. En fait, le but étant d'être reconnu par l'ancêtre de la FIA, l'AIACR, l'Association internationale des automobiles clubs reconnus. Et pour être reconnu par l'AIACR, l'ACM doit organiser une course qui se tient intégralement sur son territoire. Le rallye de Monaco se tient principalement dans les Alpes françaises. Et c'est comme ça que le Grand Prix de Monaco a vu le jour en 1929. D'ailleurs, le premier directeur de course du Grand Prix de Monaco, c'est Charles Farroux, donc le premier directeur de course des 24 heures du Mans. Le mec, il était partout. Par sa localité, sur la Côte d'Azur, en pleine principauté de Monaco, cet événement avait quand même de quoi séduire. Et très vite, comme Le Mans et l'Indy 500, cette course a attiré les plus grands pilotes et constructeurs, mais surtout, les bolides les plus avancés de l'époque. Ce n'étaient pas encore des Formule 1, mais c'était leur ancêtre direct. Et en 1935, le Grand Prix de Monaco a intégré le calendrier du championnat d'Europe des pilotes, et c'est un détail important. Bien sûr, aujourd'hui, Monaco est une épreuve à part dans le championnat, une épreuve anachronique, cultissime, que tous les pilotes veulent gagner. Mais contrairement aux deux autres épreuves, elle se distingue moins par rapport au championnat qui l'intègre. Puis, au fil des années, ça s'est un petit peu perdu. Si voir les bolides évoluer sur un tel circuit est toujours hallucinant, la qualif étant l'un des moments les plus chauds de l'année, l'aspect processionnel des courses dévalorise cette épreuve pour beaucoup de gens. Et en soi, aucun champion du monde n'échangerait un titre pour une victoire en principauté. Alors, Mansell l'avait dit après sa saison 92, année où il avait bêtement laissé échapper sa victoire entre les rails, mais difficile de le croire sérieusement. Donc, la définition de Graham Hill se tient. Le championnat du monde de Formule 1 est plus prestigieux que le Grand Prix de Monaco, même si ça reste assez illogique. Créé en 1950, il s'agit de la compétition la plus prestigieuse du sport automobile. La plupart des pilotes visent la Formule 1 avant de changer de voie et peut-être aller gagner Le Mans ou l'Indy 500. Puis, si on regarde les championnats d'envergure mondiale, sur 4 roues, c'est le plus ancien, 1950. Le WEC a été fondé en 2012, mais même si on regarde son ancêtre, le championnat du monde de voitures de sport, ce dernier a été créé en 1953. Et entre 1992 et 2012, il n'y avait pas de championnat du monde. L'IndyCar ne date que de 1996, issu d'une scission au sein du kart, l'ancien championnat incluant l'Indy 500, lui-même créé en 1979. Et lui-même issu d'une scission entre l'USAC et les équipes constituant cette compétition qui ont décidé de créer leur propre championnat.
CART signifiant Championship Auto Racing Team. Parlons du WRC, autre monument de la course automobile, mais ce dernier ne date que de 1973. Alors oui, la NASCAR date de 1948, mais c'est un championnat très américain, un petit peu comme l'IndyCar. Il est bien moins international. Donc, sans même parler du prestige qu'il compose, à savoir le niveau de compétition, pilotes et constructeurs, ni même sans évoquer les performances uniques des voitures, le championnat du monde de Formule 1 a une aura à part. Plus grande que le Grand Prix de Monaco, et j'ai envie de dire que les autres courses qu'on a citées. Donc, la définition historique donnée par Graham Hill se tient, ça se défend. Regardons comment ce Britannique, icône de toute une décennie, a conquis la couronne la plus prestigieuse de la course automobile. Dans les années 60 en Formule 1, il y a 3 pilotes qui sortent du lot, Jim Clark, Jackie Stewart et Graham Hill. Parmi ces 3, Jim Clark est à part. Il avait la réputation d'être le meilleur pilote du monde, et si vous voulez mon avis, il fait partie des meilleurs de l'histoire. Un coup de volant d'une finesse et d'une efficacité unique, souvent trahi par la fiabilité de sa voiture. Mais en face, Graham était capable de répondre à l'Écossais. Arrivé en Formule 1 sur le tard en 1958 pour le Grand Prix de Monaco, Graham était âgé de 29 ans. Lui qui a découvert un petit peu par hasard le monde de la course automobile et qui a tout lâché pour tenter sa chance dans cette dernière. Pas fortuné, loin de là, il a su saisir les occasions pour gravir les échelons jusque dans l'élite. Malheureusement, sa Lotus n'est pas fiable et il connaît bon nombre d'abandons pour sa première saison en Formule 1. Toujours chez Lotus en 59, mais toujours dans le mal, il décide de rejoindre BRM en 1960. Et à ce moment-là, c'est un choix surprenant. Un peu comme quitter McLaren pour Red Bull en 2007-2008. Oui, parce que dans les années 50, les cadors sont d'abord Alfa Romeo, puis Ferrari et Mercedes. Dans la deuxième moitié, les Anglais commençaient à obtenir de bons résultats grâce notamment à Van Wall et Lotus. Mais BRM, c'était un petit peu la risée du paddock. BRM, c'était le patriotisme anglais. Tout devait être anglais. Le châssis, le moteur, etc. Et disons que si à la fin de la décennie, il commençait à obtenir quelques bons résultats, même carrément une victoire avec Joe Bonnier en 59 à Zandvoort, il faut dire que la fiabilité n'était pas au rendez-vous. Mais Graham s'approprie cette équipe, et pour la 3e épreuve du championnat 1960, l'Anglais prend ses premiers points à Zandvoort avec une 3e place. Bien qu'il abandonne très souvent, les performances sont là, et il devient le fer de lance de BRM. En 1961, BRM délaisse ses moteurs maison pour les Climax, avant de revenir en moteur BRM pour 62. Et là, ça fonctionne. La performance et la fiabilité sont au rendez-vous, et Graham fait parler son talent. Rapide, bien sûr, mais surtout complet. Il est un pilote exigeant, déterminé, méticuleux et bon metteur au point. Il réalise une saison absolument magnifique en remportant la première course du championnat, à Zandvoort, décidément, et en faisant parler sa régularité. Cette année-là, le monde du sport automobile découvre Graham Hill, mais également Jim Clark, son principal rival. Le vieux contre Mr. Smooth comme ils seront surnommés, et ces deux hommes deviennent le visage de la Formule 1. Deux pilotes au caractère opposé, mais qui ont noué une grande complicité. En piste, Clark est plus impressionnant. Son coup de volant est meilleur, mais Graham est accrocheur. Remportant une victoire impressionnante sur la Nordschleife avec une voiture de réserve et sous la pluie, le vieux maintient ses chances de sacre tandis que Clark se bat contre la fiabilité de sa Lotus. À East London, pour le dernier Grand Prix de la saison, le titre doit se jouer, et si comme à son habitude, l'Écossais s'envole et mène la course, il doit renoncer sur casse-moteur. En embuscade, Graham récupère la tête et remporte le titre de champion du monde de Formule 1. Le tout avec BRM, équipe en laquelle personne ne croyait vraiment. Première case de cocher. Le début de saison 1963 se passe très bien car Graham remporte le premier de ses 5 Grands Prix de Monaco. Le tout en se bagarrant contre Clark. Ouais, on a dit que ça comptait pas, mais on va quand même le compter, en bonus. 5 fois vainqueur en principauté, le record jusqu'en 1993 où Ayrton Senna le battra. Avec 5 victoires à Monaco, Graham s'est bâti une solide réputation. Vainqueur de nouveau en 64 et 65, cette dernière est toute particulière car il est sorti dans l'échappatoire de la chicane et a dû descendre de sa voiture pour la remettre en piste. Mais bref, en 63, la saison est dominée par Jim Clark qui prend sa première couronne. Il est son dauphin, et les deux hommes se disputent à nouveau le titre en 64. Mais ils ne sont plus seuls.
En effet, un autre Britannique s'invite dans la bagarre, John Surtees, pilote Ferrari. La lutte est intense et les trois hommes peuvent coiffer la couronne lors de l'ultime épreuve au Mexique. Graham arrive d'ailleurs en tête du championnat, mais durant la course, il est accroché par Lorenzo Bandini, pilote Ferrari. Est-ce intentionnel? On ne sait pas. En tout cas, Graham a fui la polémique. Parti pour s'imposer largement, Clark abandonne dans les derniers kilomètres, ce qui permet à Surtees de prendre in extremis la couronne mondiale. Graham est vice-champion une nouvelle fois, alors qu'il avait marqué plus de points sur l'ensemble de la saison. Mais toutes les manches n'étaient pas comptabilisées. 1965 est une nouvelle razzia pour Jim Clark, qui domine outrageusement. Graham n'a pas les armes pour contrer l'Écossais, mais il y réalise une bien belle saison, pleine de régularité. Une nouvelle fois vice-champion du monde. Mais 66 marque un coup d'arrêt pour l'Anglais. La réglementation moteur change et le BRM n'est pas aussi performant. Pour cette nouvelle saison, ce sont les Brabham Repco qui dominent. Graham ne prend aucune victoire cette année-là en Formule 1, mais en mai, il se lance à l'assaut de l'Indy 500, sans doute motivé par l'exploit de Jim Clark en 1965. Et oui, en 1965, l'Écossais faisait une croix sur le Grand Prix de Monaco pour aller disputer les 500 miles. Un choix audacieux, mais historique. Bon, il faut savoir que Clark avait déjà disputé l'épreuve en 63 et avait terminé deuxième. Puis en 64, il a pris la pole, mais a dû renoncer, et en 65, il se hisse une nouvelle fois en première ligne. Pendant la course, Jim joue devant et domine l'épreuve. Menant 190 des 200 tours, il a pu se détacher grâce aux arrêts au stand. Cette année-là, le Team Lotus est assisté par une équipe de NASCAR, le Wood Brothers, qui arrivait avec un système de refueling très efficace. Clark a donc pu faire la différence et il est devenu le premier champion du monde de Formule 1 à triompher dans l'Indiana, cochant donc 2 cases. En 66, Jim est encore de la partie et il est rejoint par ses deux compères de la Formule 1, Jackie Stewart et Graham Hill, les deux étant coéquipiers chez BRM. Ladies and gentlemen, former world champion, and here at Indianapolis in 1966, preceding his name is the word rookie. I'm speaking of a very popular race driver from London, England, Mr. Graham Hill. Graham, welcome to the States. Thank you very much. Earlier, we were talking with Roger Ward and some of the people, and they were saying how incongruous this whole thing was. Here, former world champion, winner of many, many races, and here you're at Indianapolis, and the word rookie is on the sheet. How do you feel about it? Terrible. Graham est d'ailleurs le moins bien qualifié des trois, seulement 15e, quand Jim Clark est 2e derrière Mario Andretti en pole, et Stewart est 11e. Mais au départ de la course, c'est le chaos. Une incompréhension dans le paquet crée un carambolage impliquant 16 voitures, soit la moitié de la grille. Du coup, drapeau rouge, mais à la relance, ils ne sont que 22. La première partie de course est dominée par Lloyd Ruby, mais ce dernier perdra du temps au stand. Stewart a donc récupéré les commandes et a dominé la deuxième partie de l'épreuve. En passe de s'imposer, un problème de pression d'huile l'a contraint à l'abandon à 2 tours du but. Cruel, et c'est donc Graham qui récupère la victoire et s'est imposé pour sa grande première dans l'Indiana, devant Jim Clark. Ouais, les trois étaient partis pour faire un triplé. D'ailleurs, le succès de Hill sera contesté par l'écurie de Clark, affirmant que l'Écossais a eu un tour non comptabilisé. Mais ce fait ne sera jamais prouvé, et Graham est donc bien le vainqueur de cette prestigieuse course. Ne reste plus que les 24 heures du Mans. Le Mans, Graham les dispute depuis presque 10 ans, en 58 et 59 avec Lotus, mais comme vous pouvez l'imaginer, les voitures n'ont pas tenu. Parti chez Porsche en 60, les 718 n'évoluaient pas dans la catégorie reine, donc impossible d'espérer la victoire. De toute façon, il a abandonné. En revanche, en 61, Hill était engagé sur une Ferrari avec Sterling Moss, mais là encore, il a dû renoncer. 1962 avec Aston Martin, abandon. 1963 avec Rover BRM, non classé. Mais en 1964, il est de retour chez Ferrari, et ça se passe bien. Avec Joe Bonnier, Graham réalise une belle course, mais il s'incline à la 2e place derrière Vaccarella et Guichet sur une Ferrari officielle. Il retente sa chance les 2 années suivantes, mais ça ne passe pas. Sa BRM de 65 n'est pas dans la catégorie reine, et sa Ford Mark II privée de 66 renonce durant la course. La dernière apparition de Graham dans la Sarthe avant un bon moment. En 67, Graham quitte BRM pour retourner chez Lotus et faire équipe avec son adversaire et ami Jim Clark. Malheureusement, et ce n'est guère une surprise, la fiabilité est désastreuse et les abandons s'enchaînent. Malgré tout, on constate une progression en fin de saison, et les deux pilotes semblent être les favoris pour 68. Hill, Clark, c'est l'affiche de cette nouvelle saison, et le Grand Prix d'Afrique du Sud en ouverture de championnat le confirme.
Les deux hommes réalisent le doublé, l'Écossais devant l'Anglais. Grand Prix tenu le 1er janvier et le suivant comptant pour le championnat du monde de Formule 1 ne se tient qu'en mai. Durant ces 5 mois de pause, les pilotes s'occupent, et c'est précisément dans cette période qu'un tragique accident emporte Jim Clark, lors d'une course de F2 sur le tracé d'Hockenheim. Course que disputait également Graham, et ce dernier sera l'un des premiers sur les lieux du crash. Une période noire pour Lotus, qui perdait également Mike Spence durant l'Indy 500. Une semaine après, Graham Hill remportait le Grand Prix d'Espagne, avant d'enlever pour la 4e fois le Grand Prix de Monaco. Nouveau leader de Lotus, Graham connaît une série d'abandons, ce qui permet à Stewart de refaire son retard. Les deux hommes luttent pour le titre, et l'Anglais se rattrape en fin de saison en prenant la 2e place aux États-Unis et en triomphant au Mexique, prenant ainsi son 2e et dernier titre mondial. C'est bien, mais toujours que de cases. Quelques mois plus tard, Graham décroche sa 5e victoire à Monaco, mais également son 14e et dernier succès en F1, avant d'être victime d'un terrible accident en fin de saison à Watkins Glen. Malgré de lourdes blessures, il ne mettra pas un terme à sa carrière. Malheureusement, en F1, il sera moins performant. Ne retrouvant pas son niveau d'autrefois, Graham persiste, mais en 72, il décide de retenter sa chance aux 24 heures du Mans en rejoignant Matra. Depuis des années, la marque de Jean-Luc Lagardère dispute la classique Mansell, sans pour autant pouvoir vraiment prétendre à la victoire. En effet, les voitures françaises ne sont pas dans la première division, mais dans la 2e, derrière les Ferrari, Ford et Porsche. Le constructeur de Stuttgart a d'ailleurs remporté les 2 dernières éditions des 24 heures avec sa 917, répondant à la réglementation du groupe 6, mais cette dernière est dorénavant interdite par la CSI, et le groupe 5 devient la catégorie reine. Changement réglementaire grandement soutenu par les constructeurs français, donc Matra et Alpine qui étaient en groupe 5 et qui ne voulaient pas dépenser de l'argent pour faire une voiture du groupe 6 performante capable de gagner le Mans. Du coup, là, c'est plus facile. Bref, le fait est qu'en 72, Matra est donné favori et engage 4 voitures dont 3 MS 670. Graham est lui associé à Henri Pescarolo, héros de l'édition 68 par sa folle chevauchée nocturne. Dans la numéro 14, on retrouve un équipage tout aussi solide. François Sever et Howden Ganley. Autre équipage solide, celui de la numéro 12 de Jean-Pierre Beltoise et Chris Amon, déjà vainqueur de l'épreuve en 66. Et enfin, dans la numéro 16, on retrouve Jean-Pierre Jabouille et David Hobbs. Qualifiés 2e, Pescarolo et Hill vont se démarquer par l'intelligence de course. Ils ne sont pas les plus rapides, mais sur une course de 24 heures, il faut surtout rallier l'arrivée. Rapidement, la 16 et la 12 abandonnent, laissant alors la 14 et la 15 s'expliquer. Sur un bon rythme, Pescarolo et Hill sont conservateurs, là où leurs équipiers pêchent par orgueil. Sever et Ganley veulent prouver leur valeur et tapent davantage dans la mécanique. Ce duel anime donc la course. Les deux voitures connaissent quelques soucis de frein durant la nuit, et le dimanche matin, la pluie fait son apparition. L'expérience de Pescarolo et de Hill est précieuse, et ils ne commettent pas d'erreur, contrairement à Ganley qui s'accroche avec une Corvette. Devant, Hill et Pescarolo assurent et remportent les 24 heures du Mans, devenant en ce 22 juin 1972 détenteur de la triple couronne, avec 5 Grands Prix de Monaco en bonus. Un cas unique dans l'histoire. Je vous propose de regarder ceux étant bloqués à 2 sur 3. Si Graham Hill est le seul pilote de l'histoire à avoir coché les 3 cases, sachez qu'il y a également un constructeur qui est parvenu, c'est McLaren. L'écurie de Bruce a été fondée en 1966 et a très vite évolué sur 2 continents, l'Europe avec la Formule 1 et les États-Unis avec le Can-Am. Mais il faut attendre les années 70 pour véritablement voir McLaren prendre son essor. Après la mort de son fondateur, au passage vainqueur des 24 heures du Mans 66 et du Grand Prix de Monaco 62, l'écurie a été prise en main par son ami Teddy Mayer. Ce dernier lui fera passer un cap et en 72, McLaren coche sa première case avec l'Indy 500. Avec un châssis M16 engagé par Roger Penske, Mark Donohue offre à McLaren sa première victoire dans l'Indiana. Il y en aura 3. En 1974 et 1976 avec Johnny Rutherford, cette fois-ci engagé directement par le constructeur. La deuxième case est cochée en 74 lorsque l'écurie de Bruce décroche le titre constructeur avec Emerson Fittipaldi, champion du monde pilote, Denny Hulme et Michael Wood. Des titres constructeurs, McLaren en prendra 8 autres, dont le dernier en 2024 et probablement en 2025. Et en 1995, McLaren a décroché la triple couronne.
Dans une période de transition pour les 24 heures du Mans et l'endurance, McLaren débarquait dans la Sarthe pour la première fois avec les F1 GTR issus du BPR GT. Un total de 7 McLaren engagés pour le double tour d'horloge, mais aucune à titre officiel, que des écuries privées. Sur le papier, ces voitures n'étaient pas les favorites car les protos avaient l'avantage. Mais cette édition est marquée par la pluie et cette dernière a redistribué les cartes et gommé les écarts de performance. Ainsi, les F1 GTR ont pris les devants et c'était une bataille à 3 pour la victoire. La Proto Courage C14 de Volek et Larry Andretti et 2 F1 GTR. La 51 du Harrods March 1 Racing d'Andy Wallace, Derek et Justin Bell, et la 59 du Kokuzai Kaihatsu Racing de Yannick Dalmas, JJ Leto et Masanori Sekiya. Et c'est cette dernière qui a remporté la bataille, faisant de McLaren l'unique constructeur triple couronné. S'ajoutent à ses accomplissements 15 victoires au Grand Prix de Monaco, le record, et peut-être 16 en 2025, vu que je tourne la vidéo avant. Carré rempli. Bref, regardons parmi les pilotes couronnés aux 2 tiers. Dans le chapitre Graham Hill, on a également traité le cas de Jim Clark, double champion du monde et vainqueur de l'Indy 500. Aux 24 heures du Mans, l'Écossais compte 3 participations entre 59 et 61, et son meilleur résultat est une honorable 3ème place avec Aston Martin et Roy Salvadori en 1960. Le problème, c'est qu'en comptabilisant le championnat du monde de Formule 1, la triple couronne n'est jouable qu'à partir de 1950, alors je me permets une petite entorse pour parler de Tadzio Nuvolari. Cet Italien était une référence de la course automobile durant l'entre-deux-guerres, et en soi, on peut le compter comme éligible légitimement, puisqu'il a été champion d'Europe des pilotes en 1932, ce championnat étant l'ancêtre direct de celui de la Formule 1. On va compter Nuvolari. En plus, son titre a été acquis avec des circonstances assez particulières. Cette saison, 3 épreuves comptaient pour le championnat, le Grand Prix d'Italie à Monza, de l'ACF de France à Reims et d'Allemagne au Nürburgring. En soi, la saison complète faisait une trentaine de Grands Prix, mais pour le championnat, il n'y en avait que 3 de comptabilisés. D'ailleurs, cette année-là, Tadzio a remporté le Grand Prix de Monaco. Bref, à Monza, les Bugatti de Chiron et Fagioli dominaient, mais ont connu des problèmes, ce qui a permis à Nuvolari de triompher. À Reims, les Alfa Romeo sont largement devant la concurrence et l'écurie décide de favoriser Rudolf Caracciola. Choix discutable parce que Nuvolari était devant, mais c'est justement là le problème, parce qu'Alfa Romeo est un petit peu dans l'ombre de son pilote et voulait prouver qu'il pouvait gagner avec d'autres pilotes que Nuvolari. Alors, durant la course, ils ont brandi un drapeau rouge à l'italien pour lui dire de ralentir. Tadzio, loin d'être con, l'ignore et gagne la course. Pour se défendre, il dira que vu qu'il portait des lunettes à teinte verte, il a confondu la couleur du drapeau. Mais oui. Alors pour se venger, Alfa Romeo rate volontairement les arrêts de Nuvolari en Allemagne pour que Caracciola triomphe. Néanmoins, Tadzio est 2ème et prend le titre. L'année suivante, il dispute ses seuls et uniques 24 heures du Mans. Voilà plusieurs années qu'Alfa Romeo domine et Tadzio vient prêter main forte à son constructeur dans la Sarthe. Préparé par Enzo Ferrari, les 8C sont encore donnés favorites et Nuvolari rejoint Raymond Sommer, auteur d'une performance XXL en 1932. Sommer, Nuvolari, c'est un équipage de choc. 2 pilotes assez opposés, le feu et la glace. Et comme prévu, ils dominent l'épreuve. Oui, mais le dimanche matin, leur réservoir se perce. Problème commun à l'époque, et Sommer demande alors à 2 gars de son équipe d'aller acheter tous les chewing-gums du Mans. Comme ça, quand il prend son relais, il peut colmater les fuites. Et ça marche. Sommer Nuvolari résiste et remporte les 24 heures du Mans en prenant, au passage, le record de distance. Les 2 cases de Nuvolari ont été cochées avec panache. Si on avance encore dans le temps, on peut citer Maurice Trintignant. Oui, on ne compte pas Monaco mais le championnat du monde, mais je vais quand même le citer. Pilote important dans les années 50, Trintignant a rejoint Ferrari en 54 et avec José Froilán González, il remporte les 24 heures du Mans cette année-là, avant de triompher à Monaco l'année suivante. Première victoire française, et il est donc le Français s'approchant le plus de la triple couronne. À moins que Pagenaud gagne le Mans, Trintignant devrait être seul un moment. Et oui, seul champion du monde français, Alain Prost n'a jamais disputé le Mans ou les 500 miles, mais il a 4 titres mondiaux et 4 victoires à Monaco. Oui, je sais. Restons dans les années 50 avec un certain Mike Hawthorne. Pilote assez clivant de cette décennie, trouble faite en Formule 1 qui a décroché en 55 la victoire dans la Sarthe au terme d'une édition dramatique. La course s'annonçait comme très disputée entre Mercedes et Jaguar, et en bon patriote, il était hors de question pour Mike de laisser Mercedes gagner en pilotant une Jaguar. Prenant le départ, Hawthorne s'est âprement battu avec Juan Manuel Fangio. Aucun ne voulait lâcher, et cette rage de vaincre sera un élément central du drame qui s'ensuivit. À 18h20,
Mike Hawthorne entre au stand et crée une situation ô combien dangereuse qui coûte la vie à 82 personnes. Un drame absolu. Durant la nuit, Mercedes se retire et laisse le champ libre à Jaguar et à Hawthorne qui s'impose. Une victoire jugée impudique de la part du pilote au nœud papillon, mais elle est là. Jamais vainqueur à Monaco, Mike prend 3 ans plus tard le titre de champion du monde de Formule 1 après un duel face à Stirling Moss. Le dénouement a d'ailleurs fait polémique, car Mike est parti à la faute durant la dernière épreuve de la saison au Maroc. Le pilote Ferrari a calé, mais il a pu repartir grâce à l'aide des spectateurs. Chose formellement interdite, et il a donc été disqualifié avant de recevoir le soutien de Moss lui-même, vainqueur du Grand Prix et dans cette situation, champion du monde. Mais le fair play de Stirling est tel qu'il plaidera pour l'annulation de la sanction. Ainsi, Hawthorne a pris le titre mondial quelques mois avant de perdre la vie dans un tragique accident de la route. Mais restons en 58, car cette année-là, Ferrari remportait également les 24 heures du Mans avec un duo composé d'Olivier Gendebien, un Belge, et un Américain du nom de Phil Hill. Si ce dernier était un bon pilote, il fait partie des champions oubliés. En 61, il a pris son seul et unique titre mondial. Le tout dans des circonstances tragiques. En effet, cette année-là, Phil se battait contre son équipier Wolfgang von Trips. L'Allemand était très apprécié de Ferrari et avait les faveurs d'Enzo face à un Américain aimant mettre les mains dans le cambouis, chose que le Commendatore n'appréciait pas des masses. Pourtant, ce souci de la mécanique sera un atout pour Hill, et c'est entre autres pour ça qu'à Monza en 61, il est passé au travers des problèmes et a remporté la course et la couronne mondiale. Dans une épreuve qui voyait Von Trips se tuer au deuxième tour à l'approche de la Parabolica. Cette même année, il s'imposait de nouveau dans la Sarthe et prendra une 3e et dernière victoire au Mans en 62, à chaque fois avec Olivier Gendebien. Restons avec un Américain, et celui-ci est assez particulier parce que c'est le seul pilote aux 2 tiers couronnés, triple couronné pardon, qui a remporté l'Indy 500 et les 24 heures du Mans. Il s'agit d'AJ Foyt. Anthony Joseph est une légende américaine de la course automobile, et pour cause, il est l'un des co-détenteurs du record de victoire à l'Indy 500 avec 4 succès. Également 7 fois champion d'IndyCar et vainqueur de 87 courses, faisant de lui une référence de la monoplace américaine. Bon, on a parlé des succès de Foyt dans l'Indiana la semaine dernière, dans le vrai ou faux consacré à l'épreuve américaine. En bref, 61 est très prestigieux avec un problème de refueling qui a bluffé ses adversaires. La 2e victoire arrive en 64 après l'abandon de Jim Clark, et la 3e en 67, et celle-ci est épique. Alors 2e, il profite des soucis mécaniques du leader Parnelly Jones pour prendre les commandes, avant d'éviter un carambolage dans l'ultime virage de la course. Voyant que les spectateurs ne le regardaient pas, AJ a compris que quelque chose clochait. Une belle histoire. 2 semaines plus tard, AJ Foyt dispute ses seuls et uniques 24 heures du Mans, le tout avec Ford en compagnie de Dan Gurney. En 1966, c'était le duel Ford-Ferrari, mais dans les faits, les rouges ont vite trébuché et la lutte tant attendue n'a finalement été que trop brève. À la base, Ford devait se retirer, mais ils ont accepté de prolonger 1 an de plus pour offrir au public un vrai duel avec Ferrari. C'est donc une affiche de rêve, et l'édition de 67 est encore meilleure que 66, sur tous les points. La stratégie de Ford est simple, envoyer la numéro 1 de Foyt et Gurney en lièvre pour forcer Ferrari à attaquer. Alors, les 2 Américains attaquent et s'attendent à avoir des soucis tôt ou tard. Le truc, c'est que ça se passe pas comme prévu et ce sont les autres voitures Ford qui se font piéger. En réalité, cette Mark IV ne rompt jamais et déjoue les pronostics. Cette fois-ci, l'attaque a payé et AJ Foyt coche une 2e case de la triple couronne en s'imposant avec Gurney. Gurney, qui sur le podium, fera péter le champagne et arrosera toute personne se trouvant à proximité. Une tradition a été créée ce jour-là. Bref, 1967, une année folle pour AJ Foyt, et il prendra sa 4e et dernière victoire dans l'Indiana 10 ans plus tard, en 1977. Dernier personnage des années 60 dans la course à la triple couronne, Jochen Rindt. L'Autrichien a d'ailleurs participé 2 fois à l'Indy 500 en 67 et 68, 2 tentatives qui ne lui ont pas forcément plu, et Jochen a abandonné à 2 reprises. En revanche, il a eu plus de réussite au Mans, épreuve qu'il a révélée. Alors en pleine ascension en monoplace en F2 et disputant ses premiers Grands Prix en Formule 1 en 64, Rindt était engagé avec Ferrari dans la Sarthe. Alors que Ford débarque pour détrôner le cheval cabré, les rouges gardent la main sur l'épreuve encore un petit peu et en 65, avec Masten Gregory, Jochen Rindt remporte le double tour d'horloge. Avec Masten Gregory seulement ? Ouais, car une légende raconte qu'un certain Ed Hughes, réserviste sur la Ferrari, aurait roulé à la place de Gregory durant la nuit, car ce dernier y verrait mal.
Une légende assez spéciale, mais qui serait fausse d'après une récente enquête. C'est la légende du pilote fantôme. Également, dernière victoire de Ferrari au Mans avant 2023. Bref, dans la deuxième moitié des années 60, Jochen s'est révélé et deviendra peu à peu un personnage central de la Formule 1. Véritable talent, l'Autrichien est malheureusement fauché en plein élan. Menant une campagne 1970 très convaincante, remportant d'ailleurs le Grand Prix de Monaco en prenant la tête dans le dernier virage de la course, Rindt devient le visage de la F1 et enchaîne même 4 succès de rang au cœur de l'été. Malheureusement, à Monza, durant les essais libres, Jochen est victime d'un souci de frein qui l'expédie dans le mur à haute vitesse. Mal sanglé, l'Autrichien glisse et le harnais vient lui trancher la gorge. Jochen ne saura jamais qu'il deviendra champion du monde de Formule 1. Son remplaçant n'est d'autre qu'Emerson Fittipaldi qui remporte d'ailleurs l'ultime manche à Watkins Glen, sécurisant ainsi le titre de l'Autrichien. Si Emerson ne remportera jamais le Grand Prix de Monaco, il prendra 2 titres mondiaux, le premier en 72 avec Lotus et le deuxième en 74 avec McLaren. Une case de cocher. Contrairement à nos précédents cas de figure, Emo n'a jamais disputé Le Mans et partira aux États-Unis en IndyCar. Très vite, le poliste joue les premiers rôles et remporte ses premiers succès dans le championnat, mais la consécration arrive en 1989. Dans l'Indiana, Fittipaldi domine les 3 quarts d'une épreuve voyant beaucoup de favoris abandonnés. Et à 20 tours du but, en entrant dans le Money Time, tout s'emballe. Des drapeaux jaunes redistribuent les cartes et Fittipaldi est challengé par Al Unser Jr. L'Américain dépossède la Penske de la tête, mais Emerson s'accroche dans l'aspiration de son rival. Plus que 4 tours, puis 3. Fittipaldi est toujours là, mais trop loin pour attaquer. Oui, mais voilà, dans l'entame de l'avant-dernier tour, les 2 leaders reviennent sur des retardataires et ces derniers ralentissent Unser Jr. En sortie du 2, le Brésilien se porte à la hauteur de son adversaire et les 2 hommes attaquent le 3e virage côte à côte. La Penske est légèrement déventée, sous-vire et accroche l'Américain qui s'écrase dans le mur. Emerson Fittipaldi remporte l'Indy 500. Encore une édition historique et sa 2e victoire dans l'Indiana aura aussi sa particularité. En effet, en 1993, Emerson joue de nouveau la victoire, mais celui qui impressionne tout le monde cette année-là, c'est le débutant Nigel Mansell. Tout fraîchement sacré champion du monde, Moustache compte bien cocher une 2e case, et s'il mène la majorité de la course, tout bascule à 5 tours de but dans l'ultime relance. Moins expérimenté dans cette phase cruciale, Mansell se fait déborder par Fittipaldi et le Hyundai. Cette fois-ci, Emerson creuse un bel écart et double la mise aux 500 miles, avant de créer la polémique en refusant la traditionnelle bouteille de lait offerte aux vainqueurs pour du jus d'orange issu de ses plantations. Le scandale du jus d'orange. No, I'm not having the milk, thanks. Now there's a first. Emerson, you're not going to drink the milk. Well, I'm going to drink the orange juice. That's my production, and I'm going to have this time orange juice. I produce orange juice. Autre monument de la course américaine, Mario Andretti. Revenons quelques années en arrière, dans les années 60. On a vu les stats folles d'AJ Foyt et celles de Mario Andretti ne sont pas mal non plus. 407 départs, 4 titres et 52 victoires. Le tout en 2 périodes, une avant la F1 et une autre après. Dans les années 60, Mario s'est révélé. Champion en 65 et 66, victorieux du Daytona 500 en 67, il décroche la victoire aux 500 miles en 1969, non sans quelques problèmes. En parallèle, Mario débuta en Formule 1 avec Lotus, dans la douleur. La fiabilité. La fiabilité. Direction Marche en 70, où il ne termine qu'une seule course, à la 3e place. Puis direction Ferrari en 71, et Andretti frappe fort en remportant son premier Grand Prix en rouge. Malheureusement, Mario devra attendre pour s'imposer durablement en Formule 1. Jamais dans de bonnes voitures, l'Américain change de statut à partir de 76 lorsqu'il retrouve Colin Chapman, s'affirmant comme un bon outsider derrière Ferrari et McLaren et remportant une nouvelle victoire. En 77, les Lotus passent un cap avec un gros travail sur l'aéro, avant de tuer la concurrence en 78 avec le modèle 79. La première Wing Car. Si son équipier Peterson est souvent jugé comme plus rapide, Mario n'était pas à sous-estimer. Pilote intelligent, il savait comment arriver à ses fins. En 78, il a 8 pole positions, 6 victoires et le titre de champion du monde. Ne manque plus que le Mans. Et franchement, il faut dire que Mario aurait pu rejoindre Graham Hill. Ouais, car souvent, il avait la voiture pour gagner. En 66 et 67, Mario était avec Ford, en compagnie de Lucien Bianchi. 2 épreuves qui se sont soldées par des abandons. Et en 68, pour l'anecdote, c'est Bianchi qui remporte la course. Pas de chance.
Il retrouve la Sarthe en 82 avec Mirage, en compagnie de son fils Michael, mais ils ne prennent pas le départ. Mais en 1983, père et fils se retrouvent au volant d'une Porsche 956 en compagnie de Philippe Alliot, la 956 qui est la voiture qui domine l'endurance. Oui, mais Andretti n'est pas engagé avec la Porsche officielle, mais avec le Kremer Racing. Bonne équipe, mais le manque de moyens a certainement privé cette voiture d'un meilleur résultat. En 1988, en revanche, Andretti est bien avec l'écurie officielle. Toujours avec son fils Michael et dorénavant avec son neveu John. Seulement voilà, c'est une année où Porsche se prend les pieds dans le tapis et s'incline face au Jaguar. Les Andretti perdront un cylindre et seront éliminés de la lutte. Ils terminent 6ème. Et en 95, Mario obtient son meilleur résultat au Mans. 2ème derrière la McLaren 59 en compagnie de Volek et Hélary. Mais vainqueur en proto. Mais ça ne compte pas. De nouveau 3ème en 96, Mario ne remportera jamais les 24 heures du Mans et 95 était sa meilleure chance. Peut-être que s'il avait fait beau, il aurait triomphé. Peut-être. L'histoire est sensiblement similaire pour Jacques Villeneuve. Après une ascension en Europe et en monoplace japonaise, le fils de Gilles s'est exilé aux États-Unis en 94. 6ème avec une victoire pour sa première saison en IndyCar, Jacques se révèle en 95 et remporte l'Indianapolis en mai en dominant l'épreuve. One more turn. The first Canadian on his way to winning the Indianapolis 500. Jacques Villeneuve on the home stretch, and the 79th Indy 500 has been won by Jacques Villeneuve. Champion en fin de saison, Villeneuve rejoint la Formule 1 en 96. Pas encore prêt face à Damon pour sa première année, il concrétise l'année suivante au terme d'une lutte bizarre face à Schumacher. À l'exception de l'ultime épreuve à Jerez, les deux hommes ne se sont jamais croisés en piste et n'ont partagé aucun podium. Puis, après la Formule 1, Jacques Villeneuve a rejoint le programme Peugeot 908. Si en 2007, le Lion manquait d'expérience, en 2008, le constructeur français était le grand favori. Les 908 étaient au-dessus du lot, clairement, et des trois 908, celle de Villeneuve, Genet, Minassian était la mieux placée. Mais Peugeot a réussi l'exploit de perdre le Mans. Des petites erreurs par-ci par-là, un manque d'humilité, mais surtout un manque de connaissance de la pluie. Cette dernière a retourné la course et Audi a repris l'avantage avec son trio Christensen, McNish, Capello, qui s'est imposé devant la Peugeot de Villeneuve. Dommage. Depuis 2000, deux pilotes ont plus ou moins coché 2 cases. Juan Pablo Montoya a remporté l'Indy 500 en 2000 avant de rejoindre la Formule 1. Si le Colombien n'est jamais devenu champion du monde, il a tout de même pris une victoire à Monaco. C'était en 2003, année où il luttait pour le titre jusque dans l'avant-dernier Grand Prix. En 2015, Montoya a pris une deuxième victoire dans l'Indiana au terme d'une remontée folle. Le Mans, Juan Pablo l'a disputé 2 fois, mais jamais dans la catégorie Rennes. En LMP2 en 2018 et 2020, il remporte d'ailleurs la catégorie Pro-Am. Mais ça ne compte pas. Quand on prend du recul sur notre récit, on remarque que les plus proches prétendants évoluaient dans une époque bien différente. Dans les années 60-70, époque où Graham Hill a réussi cet exploit. Par la suite, les championnats se sont professionnalisés, politisés et les pilotes polyvalents se faisaient de plus en plus rares. Dorénavant, seuls les spécialistes gagnent durablement dans les catégories. L'endurance aux pilotes d'endurance, l'IndyCar aux pilotes d'IndyCar et la Formule 1 aux pilotes de Formule 1. Un cloisonnement toujours plus épais des catégories, et c'est bien dommage. Mais dans les années 2010, un mordu du pilotage a relancé l'idée de la triple couronne, Fernando Alonso. Champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 2006 et 2007, oui ça ne compte toujours pas mais je m'en fous, je le dis quand même, l'Espagnol, lassé de végéter en milieu de grille, a tenté sa chance dans l'Indiana en 2017. Et pour sa première sur l'ovale, Fernando a impressionné. Jouant les premiers rôles, il aurait pu triompher dans l'absolu, si l'effet de course et si la mécanique avaient été davantage de son côté. Éliminé en qualif en 2018, il ira au bout de l'épreuve en 2020, mais bien loin de la première place. À ce jour, sa dernière participation. Entre-temps, Alonso ira disputer et gagner les 24 heures du Mans avec Toyota. Si les TS 050 étaient bien seuls dans leur ligue, Fernando fera forte impression par sa vitesse et sa détermination. Mais aujourd'hui, en 2025, l'idée de remporter la triple couronne semble s'éloigner pour l'Espagnol. Est-il encore envisageable pour un pilote de remporter la triple couronne ?
Pas sûr. En tout cas, elle semble difficile à atteindre aujourd'hui. Pour remporter la triple couronne aujourd'hui, il faudrait être un mordu du pilotage et considérer le sport automobile au-delà de la Formule 1. En soi, le plus susceptible d'y parvenir, ce serait Max Verstappen. Voilà des années qu'il assure ne pas vouloir rester trop longtemps en Formule 1 et vouloir courir ailleurs. Il veut gagner Le Mans, et peut-être que s'il gagne Le Mans, il voudra tenter de rejoindre Graham Hill et de réaliser l'accomplissement ultime du sport automobile. Franchement, je lui souhaite. Je dois bien dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces pilotes gagnant sur plusieurs terrains. S'il n'a coché qu'une case de la triple couronne, Jackie Ickx est tout de même un exemple de polyvalence avec notamment sa victoire au Dakar. Ce qu'a tenté Alonso est admirable, mais il faut tout de même noter qu'il existe d'autres formes de triple couronne, plus secondaires. Oui, comme la triple couronne d'endurance qui consiste à remporter Le Mans, Daytona et Sebring. Nick Tandy est devenu cette année le 13e homme à y parvenir, le premier étant Phil Hill. Mais la vraie triple couronne, c'est donc de remporter les 500 miles d'Indianapolis, les 24 heures du Mans et le championnat du monde de Formule 1. Point bonus pour Monaco. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est parvenu, Graham Hill. Est-il le GOAT du sport automobile? Je vous laisse en débattre. On arrive au bout de cette longue vidéo, de ce documentaire sur la triple couronne. En attendant qu'un pilote arrive à égaler Graham Hill, ce dont je souhaite vraiment, eh ben vous avez les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup, attention au décalage de date, mais vous avez également, pour patienter, pour attendre, des liens en description qui pourraient vous amener vers ce livre, Mezzarino à Contretemps, mon premier roman, voilà 2 mois, plus ou moins 2 mois qu'il est sorti. Donc en attendant que peut-être Verstappen, peut-être Alonso, ou on sait jamais, Juan Pablo Montoya ou un autre obtiennent le Graal quoi, du sport automobile, vous pouvez lire ce livre. Je pense que vous avez le temps de le lire. Mais lisez-le, voilà, ça fait plaisir. Merci pour les premiers retours. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Des bisous.